Bernard Georges, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu en Bretagne pour nous parler de l'intelligence artificielle. Avec grand plaisir. Voilà. Et qu'entendez-vous par intelligence artificielle? On en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Alors là, vous me posez une question qui est très large, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement en 2 minutes, peut-être au travers d'un exemple. Parce qu'effectivement, le mot, l'expression intelligence artificielle est devenue une espèce d'expression valise aujourd'hui, et chacun y comprend un petit peu ce qu'il veut. Alors je ne vais pas tout expliquer, je voudrais simplement insister sur une différence importante entre la notion de connaissance et la notion d'intelligence, comme on le perçoit d'ailleurs nous-mêmes sur le plan humain. Alors prenons simplement deux exemples très rapidement. Le premier exemple, c'est celui d'un parent ou d'un professeur qui s'adresse tout simplement à un enfant, et il peut le faire de 2 manières différentes. Il peut lui dire, s'il cherche à tester le niveau de connaissance de cet enfant, trouve la bonne réponse. En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira plutôt « pose-toi les bonnes questions ». Et ce n'est pas du tout la même approche. Un autre exemple très simple. Imaginons que vous aimiez par exemple la montagne et que nous soyons, je ne sais pas, dans le Massif central, disons à mi-pente du Pic de Sancy, et que vous vous donniez pour objectif, parce que vous aimez ça, de monter le plus haut possible pour relever un défi sportif. Vous avez alors 2 façons de faire. Vous pouvez par exemple vous adresser à un système de connaissance artificielle, ce qu'on appelle le big data. Alors c'est très intéressant parce que ce logiciel, cet algorithme, va observer très précisément l'endroit où vous êtes et il va s'apercevoir que vous avez probablement, puisque vous marchez dans la montagne, un pied qui est placé plus haut que l'autre et de façon très naturelle, très logique, il va vous proposer de continuer votre marche dans la direction de ce pied le plus haut. Et si vous suivez cette recommandation, vous avez de fortes chances d'ailleurs d'atteindre le sommet, à environ 1900 mètres d'altitude pour le Pic de Sancy, ou en tout cas de vous en approcher. Vous avez une autre façon de faire. Vous pouvez vous adresser à un algorithme d'intelligence artificielle. Il va procéder de façon totalement différente. Il va très largement ignorer le détail de l'endroit où vous êtes. En revanche, il va faire une espèce d'expérience de pensée. Et il va notamment imaginer de lancer une pierre avec une très grande force, au hasard, dans toutes les directions possibles et à toutes les distances possibles. Et au bout d'un certain temps, il détectera très probablement à quelques centaines de kilomètres le Mont Blanc, à 4800 mètres d'altitude, et en poursuivant l'expérience, à quelques milliers de kilomètres, il détectera le Kilimandjaro en Afrique, à 6800 mètres d'altitude, ou encore un peu plus loin, en Asie, l'Everest à 8800 mètres d'altitude. Alors qu'est-ce qui est réellement remarquable avec un algorithme d'intelligence artificielle? Eh bien, c'est sa capacité à sortir du cadre, à faire en fait des solutions qui sont étranges, inattendues, et qui en réalité paraissent folles ou totalement folles vues par un algorithme de connaissance artificielle. Un algorithme d'intelligence artificielle va vous dire la chose suivante. Tu sais, si tu veux atteindre les plus hauts sommets de là où tu es, il te faut tout d'abord descendre avant de monter. Eh bien, c'est cela la différence entre la connaissance et l'intelligence. Un système de connaissance ne fait qu'extrapoler, que prolonger les données déjà acquises dans le passé et le présent, alors qu'un système d'intelligence va au contraire explorer un champ totalement ouvert, changer de perspective en s'appuyant délibérément sur le hasard. Merci. Je pense que les conséquences sociétales sont énormes de cette intelligence artificielle. Dans tous les domaines. La banque, bien sûr, l'armée, l'automobile, le transport, et même au niveau ménage, au niveau personnel, je pense qu'il y a beaucoup d'applications. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Alors, vous avez, je pense, mis le doigt sur quelque chose qui est tout à fait essentiel, puisqu'effectivement, au départ, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à avoir plutôt une approche, je dirais, technologique, à regarder les composants logiciels, électroniques, algorithmiques qui, quelque part, forment le substrat technique de tels outils. En réalité, ce qui nous importe, nous, en tant que citoyens, en tant que collaborateurs dans les entreprises, quelle que soit l'échelle de la société, qu'on réagisse à titre personnel, sur le plan familial, au niveau d'une organisation humaine, au niveau national ou au plan mondial, c'est effectivement de comprendre d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire dans toutes les dimensions sociales, sociétales, économiques,
philosophiques, humaines, quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle, et elles sont potentiellement considérables, puisqu'en réalité, on va totalement, non seulement modifier nos interactions avec les machines, mais à cause ou grâce aux machines, on va également totalement modifier la manière d'interagir entre humains. Et donc vont se poser des questions tout à fait inattendues, que nous ne posions pas jusqu'à présent, et qui soulèvent évidemment des questions en termes de responsabilité, mais aussi qui soulèvent des questionnements éthiques qui sont actuellement à l'étude et qui ne cesseront pas d'être à l'étude dans les prochaines années ou les prochaines décennies, tellement les enjeux sont importants sur le plan, je dirais, humain et les conséquences sur le plan de notre humanité en tant que collectivité, système de valeurs. Tout à fait. Et est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus par rapport à l'intelligence humaine? Alors, c'est un grand débat, je ne saurais pas répondre à votre question. En tout cas, c'est un risque. Ce risque n'est pas certain. Il est important pour nous, précisément, au plan individuel et au plan de la société. Donc, il y a un enjeu démocratique derrière. Il doit y avoir un débat d'ordre démocratique dont on doit absolument s'emparer, et encore une fois, à toutes les échelles d'organisation, pour que cette question soit posée, soit réellement débattue, et qu'on essaie d'associer dans une logique inclusive l'ensemble des humains à cette réflexion, tant les conséquences sont importantes. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, on est dans quelque chose qui sera très ambivalent, on le voit déjà aujourd'hui, il y a des effets collatéraux, notamment sur l'emploi, et des effets qui seront inévitables, mécaniquement, de par la logique des organisations humaines actuelles ou la logique de l'économie mondiale. Pour autant, ce n'est pas inéluctable, et on peut aussi essayer de compenser un certain nombre d'effets négatifs par, au contraire, des démarches beaucoup plus positives qui viseront, comment dire, peut-être une certaine forme de progrès sur le plan humain, et on voit déjà se dessiner la possibilité, effectivement, d'améliorer la condition d'un certain nombre de personnes ou d'organisations grâce à de tels outils. Mais encore une fois, ce n'est pas l'outil tout seul qui va déterminer quoi que ce soit, c'est l'usage que nous en ferons individuellement et surtout collectivement. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Merci de votre invitation. Surtout.